Merci beaucoup d'être sur LCI. Bonjour Louis Alliot. Bonjour. Vous êtes donc en effet candidat à Perpignan, on va en parler, parce que ce serait une belle conquête pour le Rassemblement national. C'est une ville de 120 000 habitants. C'est votre troisième tentative. On va y venir. Vous êtes aussi ancien secrétaire général du FN. Aujourd'hui d'ailleurs, quelle est votre fonction dans le... Je suis membre du bureau exécutif. D'accord. Mais vous avez été longtemps le numéro 2 du parti. Est-ce que vous connaissiez Claude Cinquet, qui est l'auteur de l'attaque de Bayonne et candidat au départemental sur une liste FN en 2015? Alors le connaître comme ça, non, mais j'ai dû le croiser puisqu'il avait été un candidat au départemental. Mais voilà, je n'en ai aucun souvenir précisément. Alors, si on regarde maintenant évidemment son passé, on voit que sur les réseaux sociaux, ça fait très longtemps qu'il a une rhétorique très anti-musulmane, très agressive. Est-ce que vous reconnaissez une erreur dans la sélection de ce candidat à l'époque ? Vous savez, vous ne pouvez pas savoir ce qu'il y a dans la tête d'un certain nombre de personnes au moment où ils sont candidats. Il y a 5 ans déjà, pratiquement. Donc voilà, je ne sais pas quelle a été l'évolution. C'était une erreur de l'avoir rétrospectivement. Au moment où il a été candidat, il n'avait pas fait mention d'un certain nombre de propos. Après, oui, et il a été écarté par le responsable local du FN des Landes. Mais jusqu'à l'acte qu'il a commis avant-hier, écoutez, moi, je n'avais pas connaissance de cet individu, ni même de ce qu'il pouvait penser, parce que, très honnêtement, c'était un insignifiant au sein du Rassemblement national. Insignifiant. C'était pas un cadre, c'était pas un responsable. Un des milliers de candidats au départemental, ça oui, vous voulez dire. Vous savez, mais c'est pas l'apanage que du Rassemblement national, hein, ce genre de choses. Ça peut arriver à d'autres, c'est arrivé à d'autres. Je rappelle toujours cet exemple, les Verts, le tueur de Nanterre du conseil municipal, qui était un militant Les Verts. Je ne pense pas que les Verts avaient imaginé que qu'un de leurs militants pouvait faire une tuerie comme ça au sein d'un conseil municipal. Vous ne savez pas ce qu'il y a dans la tête des gens. Voilà. En revanche, on ne peut pas quand même, parce que cet individu a commis un acte inqualifiable, etc., ne pas parler du problème ou des problèmes qui sont liés précisément à ce dont on va parler maintenant. On reste un instant sur le profil de cet homme de 84 ans qui a avoué hier aux enquêteurs qu'il avait voulu venger la cathédrale de Notre-Dame qui, selon lui, a été incendiée par les musulmans. S'il a été adhérent à votre parti à une époque, c'est... Peut-être, est-ce qu'on peut complètement l'exclure, Louis Alliot, qu'il a trouvé, un écho à son délire anti-musulman chez vous? Non, mais c'est trop facile. C'est trop facile, ça. Pourquoi? C'est trop facile. Je peux vous dire, en fait, il est passé à l'acte quand il a regardé LCI le matin, ça lui a donné envie d'aller faire ça aussi. Vous n'en savez rien. Qu'est-ce qu'il a vu le matin aux informations qui l'a poussé à faire ça? Donc il faut pas dire des choses comme ça. Il y a une différence entre un discours qui est porté par un parti... Mais non, de quel parti on parle? Non, je regrette. Non, ça fait 5 ans qu'il n'est plus chez nous. Vous ne pouvez pas dire et continuer à dire. C'est parce qu'il défendait ces idées-là. Alors, non, mais attention, c'est quand même gravissime, parce que sinon, il n'y a plus de débat, ni sur l'immigration, ni sur l'islam radical, ni même sur les signes ostentatoires dans l'espace public, dont le Sénat hier a voté d'ailleurs la loi. Donc attention, hein, il y a le débat, il y a les idées, il y a la liberté, et il y a un certain nombre de détraqués, dont manifestement, et d'après le procureur, il ferait partie. Oui, Léo, certains relèvent qu'il y a, en particulier ces dernières semaines, un climat ambiant anti-musulman dans le débat public. Est-ce que vous pensez... Mais ce n'est pas anti-musulman. Je veux dire, les musulmans ne sont... Pour vous, c'est pas du tout en question. Non, mais les musulmans ne sont pas des cibles. Il y en a chez nous. Il y a des élus. Mais non, mais voilà, ils font partie de nos compatriotes. Donc, on veut pas dire. Non, attends, mais laissez parler, parce que sinon on peut pas. C'est trop grave pour laisser dire. Il y a le débat sur la religion qui s'appelle l'islam, et ce débat, il est libre. On a le droit de critiquer le christianisme, le judaïsme et l'islam en tant que religion. On n'a pas le droit de stigmatiser les individus. C'est deux débats bien différents. Maintenant, moi, j'aimerais rappeler les chiffres. Parce qu'on a l'impression aujourd'hui d'avoir un climat de persécution des musulmans en France. Mais moi, je regarde les chiffres de l'année dernière. 1063 actes anti-chrétiens en 2018, 541 actes anti-juifs, 100 actes anti-musulmans en baisse. Et un chiffre est en baisse. Il y a une baisse des actes anti-musulmans. Et donc, il ne faut pas regarder ça par le bout de la lorgnette, mais regarder l'ensemble du débat. On a le droit en France, dans une république laïque, de critiquer une religion quand cette religion, sur certains aspects, pose un certain nombre de questions. Voilà. Quand Jean-Luc Mélenchon, vous y étiez hier dans l'hémicycle,
a, de façon très solennelle, très grave, expliqué que le passage à l'acte de cet homme avait été facilité par la banalisation d'un discours raciste de la droite et de l'extrême droite. Quand Aurélien Taché, à votre place hier, député LREM, dit la même chose, lui plus focusé, on va dire, plus ciblé sur l'extrême droite, vous dites rien à voir. Vous ne reconnaissez non, mais Mélenchon, c'est son fonds de commerce. Aucune responsabilité. Mais quel crédit accorder à un type qui défend le régime au Venezuela et qui régente toutes les dictatures marxistes et communistes dans le monde entier? Aucun, voilà. Mélenchon, c'est un gauchiste, on le connaît. Il parle souvent pour ne rien dire. Voilà, c'est Mélenchon. Monsieur Taché, lui, son principal adversaire aujourd'hui, ou en tout cas son fonds de commerce, c'est un peu le même, le communautarisme, au point qu'il a même critiqué son ministre de l'Éducation nationale, en l'occurrence M. Blanquer, en lui disant qu'il n'aurait pas dû porter ce discours sur le voile. C'est dire si dans cette majorité, vous avez de tout, et en même temps des pour et des anti, mais que le débat est bien là aussi au sein de la majorité de M. Macron. On va aller jusqu'au bout des questions. Ceux qui font lien entre cette attaque et l'interpellation de l'élu RN Julien Audoul contre cette femme voilée au sein du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Oui, mais encore une fois, c'est un raccourci trop facile. C'est un raccourci trop facile. Voilà. Il est évident aujourd'hui qu'un certain nombre d'officines de l'islam radical financées par des pays étrangers œuvre dans nos quartiers, et moi je préfère qu'on porte le débat sur ça plutôt que sur l'interpellation non pas de cette dame, mais de la présidente de région sur la présence de cette dame dans l'institution. C'est pas du tout la même chose. Donc aucun examen de conscience à faire au sein de votre parti sur des discours qui auraient pu, sur des esprits faibles effectivement, être perçus comme un encouragement à... Mais non, parce que sinon vous ne pouvez plus parler d'aucun sujet lié à précisément ce problème qui concerne la laïcité, qui concerne la place du religieux dans notre société et qui concerne aussi des pays étrangers qui ont une influence dans nos quartiers. L'islam. Mais alors oui, qui concerne l'islam. Oui. Mais encore une fois, la religion... Attendez, il n'y a pas de religion supérieure à d'autres dans notre pays. Elles sont sur un pied d'égalité, malgré que la France soit un vieux pays chrétien. Juridiquement, elles sont sur un pied d'égalité. On doit en tenir compte, mais on a le droit impérieux de pouvoir les critiquer. Il n'y a pas d'apostasie dans le droit français et dans la République française. Donc dire ça, pointer la responsabilité de ceux qui eux-mêmes pointent très souvent la responsabilité de l'islam, vous dites c'est une volonté finalement de censurer le débat. Je trouve tout à fait normal qu'on puisse critiquer l'islam en tant que religion sur des aspects, le statut de la femme, le statut des minorités, l'apostasie, le voile, des choses comme ça, et puis la stigmatisation des musulmans qu'on ne doit pas admettre. Mais il y a un problème précisément d'organisation de ce que l'on appelle, qui n'existe pas, l'islam de France. Je dis qu'il n'existe pas parce qu'il est entre les mains de pays étrangers. Le CFCM hier qui a justifié le voile est une officine de l'État algérien, de l'État marocain, de l'Égypte et de la Turquie, ce que je trouve particulièrement inadmissible. Il a justifié le voile hier, le CFCM? Oui, pratiquement, oui. Alors qu'il ne l'avait jamais fait jusqu'à présent. Il a dit c'est interdit, mais on peut l'enlever. Oui, d'accord. Vous avez entendu quoi? Oui, bien sûr. J'ai entendu que pour la première fois, il dit ça. Ce qui m'inquiète beaucoup, sur les influences qu'il subit précisément d'officines étrangères qui financent l'islam radical sur notre sol. J'ajoute, parce que je l'ai toujours dit, mais c'est important de le dire, si on avait confié la gestion des lieux de culte musulmans aux héritiers ou aux anciens combattants français de religion musulmane, c'est-à-dire les harkis et leurs descendants, nous n'en serions pas là. Mais on a donné l'organisation de l'islam à des pays étrangers, et aujourd'hui on se retrouve avec ce problème sur les bras. Ce qu'a dit très précisément, parce que je n'ai pas fini ma phrase, le CFCM, c'est le Coran oblige à porter le voile, mais on peut l'enlever. Voilà, c'est ce qu'a dit hier. Et moi je ne suis pas un théologien, et eux non plus, parce que d'autres théologiens ne constatent pas la même chose. Mais moi je ne me pose pas la question de savoir ce qu'il y a dans la religion. Voilà, c'est une religion. Moi, c'est les lois de la République, c'est la Constitution française, et de savoir si le port du voile est compatible avec la loi de la République ou pas, c'est tout. Et vous dites ? Je dis que dans l'espace public, à mon avis, il n'est pas compatible. Et d'ailleurs, je rappelle que le Sénat hier a voté une loi que nous aurons à étudier à l'Assemblée nationale dans les mois qui arrivent. Et un vote contre lequel s'est élevé, par exemple, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale au Sénat. On l'écoute. Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires, nous avertissait déjà Montesquieu. En allant au-delà du nécessaire, une loi serait aussi contre-productive.
parce qu'elle enverrait un message brouillé aux familles. En effet, nous voulons rapprocher les familles des écoles, et c'est là la meilleure chance d'accomplir le projet républicain. Jean-Michel Blanquer, hier, au Sénat, le gouvernement était contre l'adoption de cette proposition de loi pour interdire le voile dans le cadre des sorties scolaires, pas du tout dans l'ensemble de l'espace public, et lui dit inutile et à l'encontre de l'esprit républicain. Oui, mais c'est lui qui a alimenté le débat, le premier. C'est lui qui a dit que le port du voile dans l'espace public n'était pas souhaitable. Donc je veux dire, il alimente un débat et puis il vient au Sénat. Pourquoi, à votre avis ? Parce que je pense que c'est sa conception profonde de la laïcité et qui pense que c'est contraire à nos lois que de laisser dans l'espace public un certain nombre de signes ostentatoires qui, pour le coup, est lié au statut de la femme et au statut de l'islam et de la place de l'islam en France. Voilà, il le dit. Sauf que là, il arrive au Sénat parce qu'il est un peu contraint en disant on ne devrait pas légiférer. Mais le problème de l'école, c'est qu'elle n'a plus d'autorité aujourd'hui. Si on a autant de problèmes dans les écoles, mais pas que le problème de laïcité, un problème d'autorité, un problème de niveau, c'est parce que l'école de la République ne fait plus ce qu'elle faisait auparavant, c'est-à-dire assimiler toutes les populations de conditions diverses, le fils d'ouvrier ou le fils de notaire, ou d'origines diverses. Pour revenir à Jean-Michel Blanquer, c'est si contradictoire de dire à la fois que le voile n'est pas souhaitable dans la société, mais qu'une loi qui l'interdirait aux accompagnatrices de sortie scolaire irait à l'encontre de la concorde nationale, rejetterait ces femmes, par exemple, aux marches de la République. C'est Ponce Pilate, je m'en lave les mains. Il y a un problème, je le dis, mais quand on met le problème sous forme de loi, parce que c'est ça, la République, c'est les parlements, c'est le Parlement et c'est ça les assemblées. Là, il dit, moi je me lave les mains, on ne devrait pas le faire parce que ça risque de choquer. Mais la République, elle s'impose aux individus. Vous croyez que les catholiques... C'est un manque de courage ? Oui, je pense, oui. En 1905, vous croyez que les lois contre le catholicisme, elles se sont imposées comme ça, en tenant compte de ce que pensaient les catholiques? On leur a imposé la loi. Et ils ont respecté cette loi. Il n'y avait pas d'interdiction de porter la soutane. Ils ont respecté cette loi comme les juifs l'ont fait et comme les musulmans doivent le faire. On ne leur a pas interdit de porter la soutane, Mualio, à l'époque, en 1905. Ça a été envisagé d'ailleurs. Et puis écoutez, ils y renonçaient. Moi qui suis un catholique, je n'ai jamais porté la soutane. Vous confondez le clergé et les catholiques. C'est pas du tout pareil. Le clergé, non, pas du tout, vous voyez. Le clergé fait partie des catégories qui sont autorisées à le porter, comme les rabbins et comme les imams, par exemple. Alio, est-ce que c'était souhaitable d'en parler à ce moment-là? Mais qu'est-ce qui... Au Sénat. Mais moi, je ne comprends pas. Il y aurait un temps où on pourrait parler de choses et un temps où on n'aurait pas le droit. Il y a un moment pour l'Union nationale autour d'un drame qui a frappé des compatriotes. C'est ce que plaident ceux qui disent que ça n'était pas opportun de le faire maintenant, à chaud, dans un climat... Nous sommes le Parlement, nous sommes les représentants de la nation et nous devons nous saisir de tous les sujets à quelque moment que ce soit et nous n'avons pas à tenir compte de cela. Voilà. Donc je ne comprends même pas le débat de savoir « Ah, c'est pas le moment ». Alors c'était quand le moment ? Et comment on fait alors avec les actes antichrétiens et anti-juifs? À quel moment aussi on peut en parler? Parce que comme il y en a tous les jours, on peut pas savoir de quoi il en retourne. Est-ce que le voile, c'est un outil de soumission de la femme par l'homme? Moi, je le pense, oui. Je pense qu'il y a un certain nombre de femmes qui sont contraintes de le porter et un certain nombre de femmes qui le portent parce qu'elles sont, en quelque sorte, des ambassadeurs d'une idéologie. Voilà, c'est ce que l'on peut lire. L'outil politique de l'islam. De l'islam politique, oui, d'une partie de l'islam, pas de tout l'islam. Moi, je connais des musulmans qui, leurs dames ne portent pas le voile, ils sont totalement dans la vie civile, associative, sportive, ils ne posent aucun problème. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une minorité agissante et grandissante qui, elle, impose aux autres musulmans de le porter. Il y a aussi des femmes qui portent le voile et qui sont complètement dans la vie active, associative, etc. Qu'est-ce que vous prévoyez, vous, si vous étiez élu... Excusez-moi, Mme Artichoux, je suis beaucoup sur le terrain en ce moment, et ça n'existe pas. Il y a des femmes qui le portent souvent parce qu'elles sont contraintes de le porter, et le devoir précisément de la France et des autorités... C'est difficile quand même à déterminer. Des autorités... Ah non, parce que quand il y a des quartiers, vous avez les radicaux qui mènent le bal, si je puis dire, et qui font pression sur les autres, eh bien le devoir précisément de l'autorité de l'État et de l'État, ce serait d'aller mettre hors d'état de nuire cette école de pensée-là précisément. Louis Alliot, vous avez lancé votre campagne la semaine dernière à Perpignan. C'est votre 3e tentative. Alors évidemment, ce qui frappe d'emblée, c'est que sur vos affiches, a priori,
pas le logo RN, pas de référence à Marine Le Pen. C'était déjà le cas la dernière fois, vous savez. Eh ben, c'est la même question qui se pose. On va se dire, il est cadre au RN et surtout, il ne veut pas le montrer. Est-ce qu'il y a une tentative de dissimulation? Est-ce que vous croyez vraiment que quand on voit ma tête à Perpignan, on ne sait pas que je suis du RN? Non, c'est précisément parce que je suis assez connu à ce niveau-là que j'ouvre ma liste à des gens qui ne font pas partie du RN pour ne pas les obliger à porter cette étiquette-là. Une liste d'ouverture, en somme. Exactement. Mais moi, je reste RN, je resterai RN et je continuerai toujours à défendre ces idées-là parce que je pense qu'elles sont l'avenir de notre pays. Oui, et donc, vous aurez des candidats sur votre liste qui feront partie du RN. Oui. Et qui ne feront pas partie du Rassemblement national. Qui appartiendront d'ailleurs à d'autres formations politiques. C'est pas une condition préalable. Mais donc, vous ne faites pas semblant de ne pas être RN. Non, je ne fais pas semblant. Votre modèle, c'est Robert Ménard. Alors lui, qui n'a jamais été au Rassemblement national. Non. Il est à 100-150 km, c'est ça? Il faut être précis avec les termes. Ménard, c'est un modèle dans la gestion de la ville de Béziers. Il y a beaucoup de choses que je ne partage pas avec Robert Ménard. Vous caractérisez comment d'ailleurs, comme gestion municipale? Écoutez, il a pris une ville en faillite, hein. Il a redressé les comptes, il a remis de la sécurité dans les rues et il a redonné vie au centre-ville. Et comme Perpignan n'est pas très éloigné de Béziers et que les Catalans sont sensibles à ce qui se passe à Béziers et que les Biterrois sont sensibles à ce qui se passe à Perpignan, eh bien nous faisons des échanges positifs entre nos deux villes. Vous avez en face, au minimum, le maire sortant, M. Pujol, investi par LR. Vous aurez aussi un candidat LREM. Vous avez fait front, si je puis dire. Ce qui vous a empêché de gagner en 2014, c'est le Front républicain, oui. Qui vous a été fatal. Pourquoi ne le serait-il pas à cette troisième tentative? Parce que depuis, j'ai été élu député au majoritaire à 2 tours contre un candidat En Marche soutenu par toutes les autres formations politiques et que cette élection municipale ne se passe pas dans le même contexte, avec un maire qui devra défendre son bilan, avec une classe politique très divisée à gauche comme à droite. Donc cette fois-ci, ce ne sera pas du tout la même élection. On verra. Quel est votre principal adversaire? Je pense que c'est le maire en place, puisque c'est lui qui a la gestion de la ville, c'est lui qui a l'ensemble des réseaux. Quelle est votre force? Et donc, je pense que ma force, c'est la liste que je vais constituer. Il y a un véritable projet, précisément, qui sera attaché à la vie de Perpignan, en dehors des grandes considérations politiques nationales. Et dont le slogan principal porte sur la sécurité? Pas du tout. La sécurité n'est que l'un des enjeux de cette élection, mais le développement économique, la résorption de la précarité et la place, l'image de Perpignan est aussi un enjeu majeur de cette élection. Pour revenir à notre débat précédent, est-ce qu'il y aura dans le règlement intérieur de la mairie, si vous étiez maire, l'interdiction du port du voile? Le maire doit respecter la loi, et donc je respecterai la loi. Et donc, pour l'instant, il n'y a pas de loi. Oui. Donc je vous dis que je respecterai la loi. Donc on pourra porter le voile et venir assister à vos conseils municipaux. Si vous êtes élu en mars, Louis Alliot, merci d'avoir été l'invité de LCI ce matin. Bonne journée à vous. Merci. C'est à vous. Merci.